Ok. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire. Salut, Génie. Voilà. Alors, ce que je vous propose, donc, c'est de faire un petit rappel sur ce cours. Vous voyez, il n'est pas très dense, hein. On est plutôt ici sur des notions générales et je dirais plus une montée de votre culture personnelle plutôt qu'un véritable apprentissage technique. Malgré tout, ce sont des choses importantes qu'il faut connaître, qui sont aujourd'hui pratiquement notre quotidien et qui vont ici, hop, je me permets juste d'accepter les derniers, voilà, qui vont ici peut-être faire partie de votre quotidien à partir du moment où vous serez dans le monde du travail, euh, dans deux sens. Dans le premier sens où vous aurez à bénéficier de cette protection sociale, c'est-à-dire que en tant que salarié ou même malheureusement, si un jour vous devez perdre votre emploi, vous aurez le bénéfice de cette protection sociale. Et dans un deuxième temps, comme vous êtes appelé à travailler dans un milieu médical ou même paramédical, vous aurez certainement parmi vos clients, ou soit vos propres clients ou des clients ou les patients, excusez-moi, vos propres patients ou les patients des structures dans lesquelles vous pourrez bosser, travailler, ces mêmes patients bénéficieront aussi de ce système, de ce mécanisme de la protection sociale. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire juste un petit rappel de cours, hein, assez rapide, il va prendre à peine 10 minutes, et plutôt que de s'attaquer au TD, qui est finalement que des questions, je vous propose de faire ça sous forme de jeu, hein, un petit caout, qui nous permettra de balayer l'ensemble de ce chapitre, et puis d'y apporter quelques précisions si ça devait être nécessaire. Alors évidemment, bien sûr, s'il y avait une question dans l'intervalle, n'hésitez surtout pas à me la poser et j'y répondrai avec plaisir. Donc on sait que notre système de protection sociale, il est travaillé à travers deux mécanismes. Il se vit à travers deux mécanismes. Un premier mécanisme qui est celui qui permet aux bénéficiaires donc, de cette protection sociale d'avoir accès à des services gratuits ou à des services à prix réduit. Alors à titre d'exemple, demain, si vous allez chez le médecin, d'accord, vous ne paierez qu'une partie de votre poche, hein, si ce n'est rien d'ailleurs, pour certains cas, parce qu'il y a des organismes qui vont prendre en charge le coût du médecin, le coût de l'opération, le coût de l'hospitalisation, qui vont prendre à votre place. Alors, ces organismes, c'est la sécurité sociale, hein, qui viendra donc payer la prestation auquel vous allez avoir accès à votre place. Ça, c'est le premier mécanisme. C'est celui qui permet d'avoir accès à des prestations, soit à titre gratuit ou soit à titre avec un prix relativement réduit. Le deuxième mécanisme, c'est celui qui nous permet de recevoir. D'accord ? Celui qui nous permet de recevoir ce qu'on appelle des prestations sociales. Okay. Et à ce titre, on peut parler par exemple des allocations familiales que chaque famille reçoit. Et ceci indépendamment d'ailleurs de son niveau de ressources. Donc d'un côté, on a accès à un certain nombre de services, et de l'autre côté, on va recevoir aussi des prestations sociales au titre toujours de cette protection. Ça, ce sont les deux mécanismes. Comment ça fonctionne? Alors ces mécanismes, ils fonctionnent selon trois logiques. D'abord, celle de la logique d'assurance. Un petit peu comme voilà, vous êtes assuré pour votre voiture et donc vous bénéficiez de l'assurance de votre voiture. En cas d'accident, votre voiture sera réparée en fonction du niveau d'assurance, bien sûr, que vous avez. Mais au pire, les dégâts que vous aurez provoqués seront pris en charge. Pourquoi ils sont pris en charge? Parce que vous cotisez. Ici, c'est le même principe et c'est le même mécanisme et c'est la même logique qui va être retenue pour les prestations, pour la protection sociale, c'est celle de la logique d'assurance. C'est-à-dire, je vais payer ce qu'on appelle des cotisations et en retour, je vais être assuré contre certains risques. Ces risques, quels sont-ils? C'est par exemple celui du chômage. D'accord. Si vous cotisez au titre de l'assurance chômage, alors vous pourrez bénéficier, si un jour vous êtes confronté à cette situation, vous pourrez bénéficier
d'allocations chômage qui vous permettront de faire face à ce risque. Ce risque, il est aussi celui, par exemple, du handicap. D'accord ? Par exemple, si vous travaillez et que, alors, du handicap ou de l'accident de travail, par exemple, ou de la maladie professionnelle, encore. Vous travaillez, vous cotisez au titre de l'accident de travail, enfin, sur votre salaire sont prélevées des cotisations au titre de l'accident de travail, et ça permet, le jour où un tel accident vous arrive, et donc fait baisser obligatoirement votre rémunération parce que vous ne pouvez plus travailler, comme le chômage, ça permet de prendre en charge ce risque de perte de revenus. Encore une fois, ce risque, il est couvert. Pourquoi ? Parce que vous y avez cotisé. Alors parlons de ces cotisations. Ces cotisations, quand on dit, voilà, on cotise, ça veut dire quoi finalement ? Ou quand on entend de temps en temps les employeurs se dire, oh, les cotisations, c'est beaucoup. Demain, vous serez peut-être installé à titre individuel, vous allez dire, oh, les cotisations, à quoi ça me donne droit, etc., etc. Globalement, sans rentrer dans le détail de chaque cotisation, d'accord ? Puisqu'il y a, si pour certains d'entre vous, vous avez déjà eu l'occasion d'avoir une fiche de paye en tant que salarié, d'accord ? Il y a énormément de cotisations qui sont prélevées sur le salaire. Chaque cotisation correspond à la couverture d'un risque. Je prends toujours l'exemple du chômage ou encore de l'accident de travail. Il y a une cotisation spécifique qui couvre donc le risque chômage. Donc, sur votre salaire, vous allez voir au titre de l'assurance chômage, du régime d'assurance chômage, vous allez avoir une cotisation. Cette cotisation pour le chômage, par exemple, elle peut être autant avoir une part salariale, mais aussi avoir une part patronale. Ça veut dire qu'on va vous la déduire de votre salaire. C'est la différence entre le net, entre le brut et le net, c'est les cotisations salariales. Mais en plus, votre employeur va, lui, de son côté, payer des cotisations. Ça va être le cas de cotisation maladie, par exemple. Donc, ils vont prendre en charge les indemnités journalières de sécurité sociale si vous tombez malade. Alors, globalement, hein, je crois qu'on l'avait vu dans le chapitre sur le contrat de travail, mais vous savez, alors, je ne sais pas si c'est avec votre groupe que j'ai expliqué le principe, mais le principe est que demain, si vous êtes salarié d'une entreprise, vous tombez malade, donc vous allez avoir un arrêt maladie qui va être donné par votre médecin. Alors, cet arrêt maladie va être pris en compte par votre employeur, évidemment, il va donc être envoyé à la sécurité sociale, et sous retrait d'un délai de carence de 3 jours en général, vous allez toucher ensuite la moitié de votre salaire pour le reste de l'arrêt maladie, ce qui est déjà relativement important. Donc ça permet de pallier à une baisse de rémunération, donc à ce risque de perte de rémunération à cause de la maladie, et donc la sécurité sociale, au titre de la protection sociale, parce que vous avez cotisé, vous couvre au moins à 50%. Ensuite, il y a peut-être 50%, les autres 50% seront peut-être pris en compte par votre employeur, mais là, ce n'est pas de la protection sociale. Ce n'est pas grâce à vos cotisations, c'est simplement parce que la loi lui oblige. La loi ou la convention collective l'oblige. Donc, tous ces risques, ils peuvent être mis en route, mis en œuvre grâce aux cotisations. Donc, vous imaginez bien que, évidemment, le problème du financement de la protection sociale se pose. Se pose puisque, globalement, on cotise tous, d'accord ? Ce qui permet d'avoir les indemnités journalières, les allocations familiales. Bon, là, on n'est pas dans la couverture d'un risque, mais ça permet d'avoir une prise en charge quand il y a un accident de travail. Ça permet d'avoir la prise en charge des hospitalisations, etc., etc. Mais imaginez que si les cotisations baissent, et pourquoi elles pourraient baisser les cotisations, par exemple à cause du chômage ? Puisque là, on parle de cotisations qui sont dues sur le salaire. Au même titre, j'attire là particulièrement votre attention pour celles d'entre vous qui demain décideraient de s'installer, décideraient d'ouvrir au titre voilà, soit d'une URL, soit à titre en libéral, qui décideraient d'ouvrir leur cabinet. Au jour d'aujourd'hui, l'ensemble des risques sont aussi couverts et à travers des cotisations qui sont calculées
allez, on va dire globalement sur le bénéfice que vous allez réaliser. Grosso modo, sans rentrer dans les cas particuliers, par exemple, de l'auto-entreprise, mais grosso modo, pour quelqu'un qui travaille en libéral, on va prendre son bénéfice et on va prendre 46% du bénéfice pour payer les cotisations. Vous allez me dire, c'est énorme. Ben oui, mais il y a du retour. Sauf qu'aujourd'hui, et c'est là où il y a peut-être une petite injustice, aujourd'hui, les travailleurs indépendants, que vous serez en libéral, d'accord, ou si vous êtes le gérant de votre propre entreprise, donc les travailleurs en libéral et les mandataires sociaux, donc les dirigeants, ne sont jamais couverts pour le risque chômage. Ils ne cotisent pas, mais ils ne sont pas couverts. Ce qui veut dire que demain, si vous êtes installé en libéral, que malheureusement votre activité tourne mal, que vous êtes obligé de l'arrêter, et donc que vous rentriez dans une période de perte d'emploi, donc pas de perte d'emploi, mais de chômage, vous n'êtes pas couvert, vous ne toucherez pas d'indemnité chômage. C'est quelque chose à bien prendre en compte, parce que quand on se lance en libéral, on n'est pas forcément au courant. Et si jamais l'activité ne devait pas fonctionner, ben on se dit, bon, ben, c'est pas grave, je vais avoir le temps de me retourner, 3, 4 mois, parce que je vais toucher du chômage. Ben non. D'accord. C'est un risque qui n'est pas couvert pour les travailleurs indépendants. Et ça risque de vous concerner si demain vous vous installez en tant que diététicienne. Alors, ce qu'on ne vous souhaite pas, évidemment, c'est que l'activité ne fonctionne pas. Okay. Mais c'est quelque chose à prendre en compte. Alors, je vous dis ça au jour d'aujourd'hui parce qu'il y a un projet de loi qui est sur la table mais depuis de très nombreuses années, qui a été un petit peu ressoulevé et repensé dans le programme du président Macron, mais malheureusement, ça n'a pas été suivi des faits. Alors, bien sûr, il y a eu la crise Covid, etc. Je pense qu'il y a peut-être d'autres choses à s'occuper, mais qui n'a pas eu d'effet au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation est toujours la même. Peut-être que demain, si le législateur prend en compte ce qu'il promet, peut-être que les indépendants seront aussi couverts par l'assurance chômage. Mais ce qui voudra dire qu'il faut qu'ils cotisent avant. Donc voilà, vous avez bien compris cette logique d'assurance qui, grâce aux cotisations, permet de couvrir le risque de perte de rémunération à cause d'une perte d'emploi ou encore de la maladie, d'un handicap ou d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. La deuxième chose, la deuxième logique de fonctionnement de notre système de protection sociale, c'est celle d'assistance. Celle d'assistance. Ici, il n'est pas besoin d'avoir cotisé pour bénéficier de l'assistance de la protection sociale. On parle de quoi? On parle, par exemple, alors je ne sais pas si vous connaissez le RSA, le revenu de solidarité active. Alors, il a eu plusieurs noms, hein, mais on peut aussi parler de ce qu'on appelle le minimum vieillesse. Je pourrais parler aussi de l'allocation adulte handicapé, qui sont des prestations sociales qui sont données, d'accord, sans contrepartie, sans qu'il y ait eu lieu de cotisation avant. Ça, c'est quoi, par exemple? Je vais prendre le minimum vieillesse. Imaginons qu'une personne n'ait jamais cotisé auprès d'une caisse de retraite parce qu'elle n'a jamais été salariée, pour X raisons. D'accord? Et que cette personne, arrivée au moment de sa retraite, alors c'est une retraite d'âge, pas d'activité, mais d'âge, ben, les droits, ils sont nuls, puisque la retraite, c'est la logique d'assurance. Il faut avoir cotisé pour pouvoir en bénéficier. Comme la logique d'assurance ne fonctionne pas dans ce système-là, puisque pas de cotisation, pas de retraite, et qu'on a décidé quand même que les gens devaient au moins avoir un minimum pour vivre, alors la personne qui est en âge d'être à la retraite, mais qui n'a jamais cotisé, bénéficiera quand même d'un minimum. D'accord. Alors évidemment, c'est un minimum, mais au moins ne sera pas sans revenu. Donc même si on n'a jamais travaillé, on peut bénéficier d'une retraite, c'est le minimum. D'accord. Alors, je vais faire une recherche très rapide, mais je crois qu'on est aux environs des 500-600 euros. Hein. Pas vous laisser minimum vieillesse. Voilà. Ah non, ah non, non, non. Ah oui, mais il faut avoir des trimestres validés. Oui, je ne parle pas de la même chose. Le minimum vieillesse, la question de solidarité aux personnes. Est-ce que je vois comme ça?
645 euros. Voilà, le minimum. 645 euros pour l'année 2021. Donc, vous voyez qu'il y a ce système-là, et pareil pour le RSA. Le RSA, la personne qui n'a plus aucun droit au chômage, par exemple, la personne qui n'a plus aucun droit au chômage, on ne va pas la laisser dans la misère complète. D'accord ? Et on va lui donner ce qu'on appelle le revenu de solidarité active, sans qu'il y ait eu besoin de cotisation précédemment. Donc aujourd'hui, le RSA, je regarde quel est le montant du RSA aujourd'hui, mais c'est pareil, on doit être aux environs des 500-600 euros. Hop, je ne trouverai pas là. Alors ça dépend, il y a un certain nombre de facteurs, si vous avez des enfants, quel âge vous avez, etc. Montant. RSA 2021, est-ce que je vais trouver ça rapidement? 559, non pardon, 564 euros. D'accord. Pour une personne seule, le minimum qu'on puisse toucher. Alors, ça peut choquer certains. On entend tous les jours, c'est un débat politique. Ça peut choquer certains de se dire les gens sans travailler, ils touchent de l'argent. Malgré tout, je pense que ça permet clairement de lutter contre la pauvreté. Et aujourd'hui, si on peut le faire, il faut absolument, je pense, à mon avis, le faire. On ne peut pas laisser les gens comme ça, parce qu'il peut y avoir des situations très compliquées où on ne trouve pas de travail, où on n'est plus couvert par l'assurance chômage et on n'a plus rien pour vivre. Alors, et ces personnes, c'est quand même bien qu'elles puissent avoir au moins un minimum, et personne ne pourra dire qu'aujourd'hui on peut vivre tout juste, vraiment tout juste avec 564 euros. Donc ça, c'est notre logique d'assistance qui permet d'avoir au moins le minimum, même si on n'a pas cotisé, contrairement à la logique d'assurance. Ensuite, dernière logique qui guide notre système de protection sociale, c'est celle de la protection universelle. C'est-à-dire que les droits sont les mêmes pour tout le monde. Je parle par exemple des allocations familiales dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord ? Les allocations familiales, quel que soit votre niveau de ressources, aujourd'hui, ça sera les mêmes pour tout le monde. Que vous gagnez 100 000 euros ou 10 000 euros, ou même 1 000 euros, vous toucherez exactement le même montant d'allocation familiale. Voilà, on est parti sur un pied d'égalité, au moins sur ce point-là. Alors, qui assure, grosso modo, ce système-là? Alors, vous les connaissez, peut-être vous... alors, on a la sécurité sociale, d'accord. Elle va s'occuper de la partie risque maladie, d'accord, mais aussi des accidents de travail, des maladies professionnelles, de tout le secteur de la famille, dont les allocations familiales, et de tout le secteur d'une partie de la vieillesse, dans tous les cas. La retraite est gérée par la sécurité sociale et par des organismes complémentaires. Donc, ces organismes complémentaires qui viennent ici en complément de ce que vient faire la sécurité sociale, ça va être les caisses de retraite, mais ça va être aussi les mutuelles, qui fonctionnent là uniquement dans une logique d'assurance. C'est-à-dire que la mutuelle, si vous cotisez, vous avez le droit. Si vous ne cotisez pas, vous n'avez pas le droit. Et d'autres organismes, comme par exemple pour l'assurance chômage, c'est l'UNEDIC qui gère l'assurance chômage. Voilà les trois principaux organismes, sécurité sociale, organismes complémentaires et UNEDIC pour l'assurance chômage. On entend souvent parler d'ACEDIC, Pôle emploi, mais globalement, au niveau national, c'est l'UNEDIC. Attention, que ce soit pour la sécurité sociale, que ce soit pour les organismes complémentaires, caisse de retraite, par exemple, ou que ce soit pour l'UNEDIC, ce n'est pas l'État. Entendons-nous bien. On entend souvent dire, oui, mais l'État, il fait beaucoup pour les chômeurs. L'UNEDIC, ce n'est pas l'État. L'UNEDIC, c'est une gestion paritaire entre des syndicats d'employeurs, vous les connaissez sans doute, la CGPME, le MEDEF, et des syndicats de salariés. Donc c'est eux qui gèrent ça. Donc ce n'est pas l'État. Au même titre, c'est la même chose pour la sécurité sociale. C'est une gestion paritaire. Alors,
Maintenant, comment sont financés ces différents organismes et qu'est-ce qui permet à ces organismes de pouvoir octroyer donc, cette protection? On en a parlé tout à l'heure, c'est d'abord les cotisations prises sur les salaires. Alors, en général, vous avez votre salaire brut et on va calculer les cotisations via des taux. Ensuite, ça va être aussi d'autres choses, d'autres impôts complémentaires comme la CSG, la cotisation sociale généralisée, qui là ont une base beaucoup plus large. Il y en a sur les salaires, mais il y en a aussi sur d'autres produits, revenus. D'accord. Si vous louez un appartement et que vous avez des revenus, on va calculer la CSG. Si vous avez des revenus des dividendes, on va calculer aussi la CSG. Donc, les autres revenus, finalement, qui ne seraient pas du salaire. Et puis, l'État met la main à la poche pour compléter tout ça et pour venir mettre de l'argent, d'accord, notamment pour la logique d'assistance, puisqu'il n'y a pas de cotisation. On sait que la logique d'assistance ne nécessite pas de cotisation. Là, c'est l'État qui vient abonder de façon à ce que l'équilibre budgétaire soit recherché, soit trouvé, ce qui n'est pas forcément une évidence. Voilà les grandes choses qu'il faut savoir sur notre système de protection sociale. Y a-t-il des questions? C'est bon pour tout le monde? Bah, écoutez, je vous propose, on va faire un petit quiz, hein. Comme ça permet d'en discuter, puis de voir si vraiment vous avez capté les notions. Je vais vous lancer le petit caout, et puis je vous laisse vous préparer. Pendant ce temps-là, moi, je le mets de mon côté. C'est juste de l'entraînement, hein, on est d'accord? Il y a une ou deux questions qui sont un petit peu hors de ce qui a été vu là, mais ça permettra quand même d'en parler, et peut-être que d'ailleurs vous connaissez. Voilà, je vous affiche ceci tout de suite. Et je vous laisse vous connecter. Très joueur, vous êtes 27, il manque un peu de monde là. J'attends. Vous devez être 26, donc moi je suis connecté 2 fois 28, donc vous devez être 26 normalement.
J, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Il m'en manque 12. Java. J'attends encore 1 minute et après je lance. Sauf si quelqu'un me dit qu'il faut l'attendre. Si personne me dit qu'il faut l'attendre, je lance. Hein. Ok, je vais lancer. C'est bon pour tout le monde. Il n'y a pas. Non, personne n'est bloqué. On a tous nos joueurs. Allez, c'est parti. Donc, pas très compliqué cette première question. Hein. Donc, la protection sociale couvre l'ensemble de notre population hein, contre le risque social. Donc, le risque social, c'est celui qui se définit comme une perte de revenus à cause d'un accident lié à notre activité professionnelle. Enfin, accident de vie, je dirais, un accident de parcours. La maladie, effectivement, ça va provoquer une perte de revenus. La maternité, ça va provoquer aussi une perte de revenus, puisqu'a priori, vous ne pouvez plus travailler pendant une période, au même titre que la perte de l'emploi. Or, l'accident de voiture, c'est plutôt un risque privé, d'accord, et non pas un risque social. Donc ici, bien entendu, c'était l'accident de voiture qui n'est pas un risque social. On est bien d'accord pour les 4 qui ont répondu pour la perte d'emploi. La perte d'emploi est couverte par notre système de protection sociale, puisque c'est l'assurance chômage qui va venir prendre le relais en cas de perte d'emploi. La maternité, c'est pareil. Si demain vous êtes salarié et que vous attendez un heureux événement, il y aura une période de ce qu'on appelle de congé maternité qui s'étale de quelques semaines avant l'accouchement prévu et quelques semaines après. D'accord, je ne sais plus si c'est 6 et 10, il me semble, quelque chose comme ça, je ne suis pas très sûr, mais ça doit être à peu près ça. D'accord, pendant cette période, vous toucherez vos indemnités journalières de sécurité sociale, et donc c'est bien couvert par un certain risque. Bravo Élise, qui prend la tête. Alors oui, la maladie professionnelle hein, est bien sûr considérée comme un risque social et donc prise en charge en cas de maladie professionnelle. Alors, on a une vision assez large hein, de la maladie professionnelle. C'est la maladie qui aurait été causée par la profession. Vous en avez déjà sans doute entendu parler. Hein, à la télé, on entend souvent la volonté de certaines professions de vouloir reconnaître par justement l'organisme qui gère la maladie professionnelle hein,
qui veut faire reconnaître une maladie comme maladie professionnelle, donc comme maladie découlant de l'activité professionnelle. Ça a été le cas de l'amiante, voilà exactement. Les personnes qui ont été, pendant leur vie professionnelle, en contact avec l'amiante ont développé des maladies spécifiques, évidemment, et malheureusement pour certaines mortelles. Et à ce titre, elles sont prises en charge par notre système d'assurance sociale parce que la maladie est due spécifiquement à une activité professionnelle. Et donc, c'est bien un risque spécifique, bien identifié, autre que la maladie courante. D'accord ? Ici, on a vraiment un risque spécifique avec une cotisation spécifique. Élise garde sa première place. Alors effectivement, hein, c'est bien l'UNEDIC, l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et dans le commerce. Pas besoin de le savoir, mais donc c'est bien l'UNEDIC qui prend en charge l'assurance chômage. Ce n'est pas l'État, comme je vous l'ai dit tout précédemment, puisque l'UNEDIC est géré et par les syndicats, par des représentants des syndicats des employeurs tels que le MEDEF et par des syndicats d'employés tels que la CGT, la CFDT, la CFTC, etc., tous les syndicats d'employés que l'on peut connaître. D'accord ? Et je crois d'ailleurs que la présidente, ça doit être Nicole Nota, alors que j'ai regardé ça, présidente UNEDIC, qui est une ex-leader d'un syndicat. Ah non, c'est Vincent Destillat, donc ça a changé. UNEDIC. D'accord, qui dirige l'UNEDIC. Donc, si vous tapez sur Internet pour voir un petit peu comment c'est dirigé, donc, il y a un conseil d'administration et il y a donc 25 représentants des salariés et 25 représentants des employeurs qui gèrent ce conseil d'administration. Donc, ça n'est pas l'État. D'accord ? Aïe, 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 aïe. Malheureusement, Élise, je crois que l'erreur a été fatale. La question était un petit peu compliquée. D'accord ? La question était un petit peu compliquée. Ici, donc la CSG, ça nous permet ici de parler de la CSG, la contribution sociale généralisée. Hein. C'est un impôt qui a été mis en place en 1980 et qui était principalement, qui avait comme vocation de venir mettre de l'argent pour la sécurité sociale parce que à cette époque-là, la sécurité sociale était déficitaire de plusieurs milliards. D'accord ?
Et aujourd'hui, l'équilibre de la sécurité sociale, c'est un véritable enjeu pour tout le monde, parce que ça permet d'avoir notre système. S'il n'y a plus de sécurité sociale, il n'y a plus de système de protection sociale, puisqu'elle prend quand même une grande partie de la protection sociale. On l'a vu avec les caisses de retraite pour les organismes complémentaires et puis l'UNEDIC pour la partie chômage. Mais malgré tout, la sécurité sociale aujourd'hui s'occupe de couvrir les risques de maladie, d'accidents de travail, une partie des retraites, de la maternité, du handicap, des maladies professionnelles, accidents de travail, on l'a dit, des allocations familiales, des allocations de logement. Voilà, donc tout ça, c'est obligatoirement quelque chose de relativement important. Et la sécurité sociale s'est trouvée en fort déficit. Et le véritable enjeu, c'est de garder vraiment cet équilibre budgétaire pour la sécurité sociale de façon à ce qu'elle puisse continuer à pouvoir assurer son rôle et cette logique d'assurance et d'assistance. Comment on fait? Alors, soit on remet de l'argent dans la sécurité sociale, ça a été le but de la CSG, qui est un impôt aussi proportionnel, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage qui est affecté, et on prend la base, on multiplie par ce pourcentage. Un impôt progressif, c'est celui qui monte plus la base est importante. Je vais vous expliquer un peu plus en détail après. Je veux simplement vous faire réfléchir sur la partie comment on fait, quelles sont les possibilités pour rééquilibrer les comptes de la sécurité sociale. Si la sécurité sociale rembourse trop, comparé aux cotisations qu'elle reçoit, quelle est la façon de rééquilibrer les choses, à votre avis? Quelle possibilité vous auriez pour rééquilibrer les choses? Bah, imaginez-vous, hein, vous avez un budget, vous dépensez, vous recevez de l'argent. D'accord? Le problème, c'est que vous dépensez trop par rapport à ce que vous recevez. Augmenter les cotisations, c'est une possibilité. D'accord? C'est-à-dire de dire, bah voilà, il me faut plus de cotisations pour couvrir le risque. Ça n'est pas du tout la logique qui est adoptée à l'heure actuelle. On verra pourquoi. Donc, mettre un impôt complémentaire pour venir renforcer. C'est ce qui a été fait avec la CSG, la CSG, pardon, la cotisation sociale généralisée. Autre possibilité qui est plutôt en vogue ici, non, diminuer les remboursements, diminuer ce que l'on vous donne, diminuer les dépenses. Voilà. Ça a été fait à plusieurs reprises. Alors, c'est fait régulièrement. Par exemple, certains médicaments ne sont plus remboursés par la sécurité sociale. Ils sont déremboursés. C'est-à-dire que si vous voulez avoir ce médicament, il faut le payer de votre poche. C'est le cas d'un certain nombre de médicaments. Je crois que les derniers, c'était des médicaments relatifs à l'homéopathie. Ils sont sortis des possibilités de remboursement par la sécurité sociale et donc maintenant, si vous voulez de l'homéopathie, il faut le payer par vous-même ou c'est votre mutuelle qui le prendra en compte, mais là, il faudra avoir le forfait qui soit adapté. Donc voilà comment on peut faire. Soit diminuer ce que l'on donne, soit avoir des rentrées supplémentaires. La CSG permet d'avoir des rentrées ici et a été créée pour avoir une rentrée supplémentaire pour l'équilibre de notre système. Et donc, c'est un impôt proportionnel puisque le taux reste le même. D'accord? C'est-à-dire que, imaginons, je dis n'importe quoi, mais si le taux est de 10%, que vous gagnez 1000, vous allez payer 10% de 1000, c'est-à-dire 100. Vous gagnez 10 000, 10% de 10 000, c'est-à-dire 1000, etc., etc. C'est quoi un impôt progressif? C'est celui que l'on a, par exemple, pour l'imposition sur les revenus. Plus vous gagnez, plus le taux est important. Par exemple, aujourd'hui, de nos jours, enfin, au jour d'aujourd'hui, pardon, l'impôt sur le revenu, celle que tous les Français payent ou ne payent pas, d'accord, mais auquel tous les Français sont assujettis, dans tous les cas, une personne seule qui gagne moins de 10 000 euros ne paye pas d'impôt. Une personne seule qui gagne entre 10 et 20 000 euros, je ne vous donne pas les chiffres exacts, va payer par exemple 11% d'impôt. Mais une personne qui gagne plus de 20 000 euros va payer 25% d'impôt. Plus de 70 000 euros va payer 40% d'impôt. Vous voyez, donc c'est un système, plus on gagne, plus la base est importante, plus le taux, lui, va augmenter aussi. Ça, c'est un système progressif. Alors qu'un système proportionnel, le taux reste le même, quelle que soit la base.
Allez, on continue. Voilà, il y a du changement là, en tête. Hein. D'accord. Rosie a pris la tête. Alors, qu'est-ce qu'un impôt forfaitaire? Qu'est-ce qu'un impôt forfaitaire? C'est un impôt, quel que soit ce que vous allez gagner, par exemple, s'il est basé sur un gain, ou quel que soit, il n'y a pas de logique dans l'impôt. L'impôt est le même pour tout le monde. Par exemple, la redevance télé. La redevance télé, de mémoire, c'est dans les 120 euros, je pense, hein, la redevance télé. Alors, elle est accouplée aujourd'hui à la taxe d'habitation, d'accord. Mais à partir du moment où vous avez une télé, puisque tout le monde a la redevance télé, hop, aujourd'hui, hop, comment on peut payer 138 euros. Merci, mademoiselle, vous avez été rapide. Super, 138 euros. Donc là, à peu près plus de 100 euros, hein, d'accord. Que vous gagnez 1000, 2000, 3000, 10 000, 100 000, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va permettre de réduire les inégalités. Bien au contraire, ça ne permet pas de réduire les inégalités, parce que la personne qui gagne très peu va payer autant que la personne qui gagne beaucoup. Si ça avait été un impôt, par exemple, proportionnel ou même progressif, là oui, ça peut tendre à réduire les inégalités. Mais quand vous gagnez beaucoup, je dis n'importe quoi, hein, je vais dire, allez, vous gagnez 100 000 euros par an, vous payez 138 euros pour vous en ficher. Alors qu'une personne qui gagne 5 000 euros, si elle paye 138, ça a un impact beaucoup plus important. Donc ça ne tend pas à réduire les inégalités. Ouais, c'est pour ça que j'ai un peu tiqué sur ma question. Je me suis dit, euh, tend à réduire les inégalités, tend à creuser les inégalités. Vous avez en partie raison, Rosie. Ça a plutôt tendance à creuser les inégalités. Mais en tout cas, ça ne les réduit pas. Ça peut ne pas trop les creuser, mais en tout cas, ça ne les réduit pas. Mais vous avez raison, c'est un peu tendancieux. J'aurais bien voulu. J'aurais bien voulu vous mettre le point, Rosie. Mais c'est vrai que vous avez raison. C'est pour ça que quand j'ai vu mon truc, je me suis dit, ah, la question elle est un petit peu ambiguë. On va vous garder la tête quand même, heureusement. Donc, qu'est-ce qui permet des prestations de services sociaux, d'accord? Ça vous permet d'avoir accès à des choses gratuitement ou à coût réduit. Ce n'est pas quelque chose que vous recevez. Okay. Ici, les allocations familiales, c'est quelque chose que vous recevez. L'allocation chômage, c'est quelque chose que vous recevez. L'aide au logement, ça vous permet, c'est quelque chose que vous recevez. Alors que quand on parle de prestations de services, ici, ça vous permet d'avoir accès
à des choses à un coût réduit ou à un coût gratuit. L'accès aux soins, c'est typique des prestations de services sociaux. D'accord. Les prestations sociales, là, c'est ce que vous recevez. Donc, prestations de services ou prestations sociales. Les prestations sociales, c'est ce que vous recevez. Là, effectivement, on aurait pu indiquer allocation au logement, aide au logement ou encore assurance chômage. Ça, ce sont des prestations sociales. La prestation de service, c'est quelque chose auquel vous aviez le droit, d'accord, à titre gratuit ou à titre moins onéreux. Lucie. Elise revient dans le top 5. Si quelqu'un me répond la réponse rouge, ça va aller mal. Alors, la logique d'assistance, c'est celle qui vous permet de recevoir quelque chose même sans avoir cotisé. D'accord. euh, Évidemment, l'invasion des termites, on n'en parle même pas. Le travail au noir, on n'en parle même pas. Mais il ne faut pas confondre avec le chômage. Pour pouvoir bénéficier du chômage, il faut avoir cotisé. D'accord. Sinon, vous ne bénéficiez pas du chômage. Si vous n'avez pas cotisé, vous n'avez aucun droit. Vous bénéficiez, par exemple, du RSA. D'accord. Donc, le revenu de solidarité active. Et le revenu de solidarité active, lui, euh, c'est pas pour lutter contre le chômage, puisque de toute façon, il n'y a pas de boulot. Enfin, c'est une personne qui n'a pas travaillé. D'accord. Mais c'est bien pour lutter, et globalement, la logique d'assistance, c'est pour lutter contre la pauvreté. Puisque là, on a affaire à des personnes qui n'ont plus rien et qui n'ont droit à plus rien. Et qui n'ont droit à plus rien au titre de la logique d'assurance, au titre de cotisation qu'ils auraient pu verser. Évidemment, hein. Donc on avait dit, hein, le financement de la protection sociale se fait par trois choses. D'abord, les cotisations sociales. Vous avez remarqué qu'il manque un SA social. Deuxième chose, l'État qui met la main à la poche. Et troisième chose, des impôts spécifiques tels que la CSG, par exemple, qui est fait là pour rééquilibrer le système de la sécurité sociale et depuis quelques années, je crois que c'est depuis 2018, le système aussi de l'assurance chômage pour pouvoir rééquilibrer parce qu'il y a plus de sorties que de rentrées. Ça, je pense que c'est dû à la baisse des cotisations chômage. Et pourquoi il y a une baisse des cotisations chômage? Parce qu'il y a un problème d'emploi en France et que le chômage fait baisser la rentrée de cotisation et obligatoirement pose des soucis d'équilibre de notre système global. D'accord.
Effectivement, les allocations familiales, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, donc que vous cotisez ou que vous ne cotisiez pas, et ce, quelles que soient vos ressources, vous sont attribuées à partir du moment où vous êtes une famille. D'accord. Donc à partir du moment où il y a des enfants. Elles sont assez faibles jusqu'aux 2 premiers enfants et augmentent fortement au 3e enfant. Alors ça, c'est juste pour vous donner un petit peu le pourquoi de cette logique. Vous savez que pour renouveler la population en France, il faut plus de 2 enfants par famille. Donc, sinon, la population n'est pas renouvelée. Alors, c'est une sorte d'incitation, même si ça n'est pas dit comme ça, mais c'est une sorte d'incitation qui date des années 70. Euh, dans les années 70, la population française vieillissait et avait du mal à se renouveler. C'est-à-dire que les couples avaient, alors on est en plein choc pétrolier, hein, c'est pas votre époque, mais on est en plein choc pétrolier des années 70-74. Giscard arrive au pouvoir et on se demande comment on va pouvoir booster la natalité en France. On se dit, voilà, il faut que les Français fassent des bébés. Parce que à ce rythme-là, notre population ne va pas se renouveler et ça va poser un problème. Et à cette époque-là, on met en place ce qu'on appelle la prime du 3e enfant. Et on met en place aussi ce mode d'attribution des allocations familiales avec vraiment quelque chose de relativement important quand il y a 3 enfants. Alors que quand vous avez un enfant, 2 enfants, les allocations familiales, alors je n'ai pas trop d'idée du montant, parce que regardez ça, montant des allocations familiales. Voilà. Quels sont les montants des allocations familiales? Vous voyez que pour 2 enfants, on a 131 euros et on fait un bon. Ici, pour 3 enfants, on a 301 euros pour 3 enfants d'allocation familiale. Et pour un enfant, pareil, on ne doit pas avoir, je n'ai pas le montant pour un enfant, mais on ne doit pas avoir grand-chose. Donc tout ça a été fait, ces incitations financières, et notamment cette prime au 3e enfant. Donc voilà, je reviens juste sur ce propos-là. Quand vous aviez un 3e enfant, vous aviez, je crois, à l'époque, 10 000 francs. Donc aujourd'hui, ça fait 1 500 euros. Pour vous, ça ne veut rien dire. Mais à l'époque, c'était énorme, quoi. C'était énorme. C'était la prime pour le 3e enfant. Et ça, dans le but, voilà, de booster un peu la natalité, la natalité en France. Il y a une grille avec les ressources. Expliquez-moi-en un petit peu plus. Parce qu'a priori, ça n'est pas du tout, euh, pour les allocations familiales, ça n'est pas du tout soumis aux ressources. J'ai l'allocation familiale en fonction des ressources, 3e tranche. Alors, je suis sur un site qui est plutôt, voilà, un site République française et il est bien indiqué, soumis à conditions de ressources pour les allocations. On parle bien des allocations familiales. Alors, allocations familiales sont versées sans condition de ressources à partir du 2e enfant. Rien, leur montant est modulé en fonction des ressources du ménage. Et du nombre d'enfants, il existe 3 tranches de revenus. Oui, d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Malgré tout, elles sont quand même versées. Leur montant peut différer, effectivement. D'accord. Leur montant peut différer, mais dans tous les cas, elles sont versées. D'accord. Oui, je vois, je l'ai. Bah non, ça c'est le complément familial. Non, c'est pas les. Elles sont versées sans condition de ressources. Alors peut-être qu'effectivement, je suis sur un site ici, moi, qui. Vous me parlez peut-être du complément familial. Payé sous condition de ressources aux familles ayant au moins à charge 3 enfants âgés de 3 ans, blablabla. Mais ce qu'il faut retenir globalement, sans rentrer dans les détails évidemment, c'est qu'il n'y a pas de condition de ressources pour que ce soit attribué. Après, quand on montant, il se peut effectivement qu'il y ait peut-être une variation en fonction des tranches. Mais dans tous les cas, elle s'est tout le temps versée. Ce n'est pas parce que vous gagnez 100 000 euros que vous n'en aurez pas. Vous en aurez quand même.
Allez, on passe à notre dernière question, alors qui va peut-être avantager ceux qui ont fait peut-être un peu d'économie générale. Ça sera juste pour votre culture personnelle. On y va. Allez, dernière question. Ah là 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 là, Rosie vient de se faire dépasser par Fiona. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont répondre au hasard. Je ne vous en voudrais pas, ne vous inquiétez pas, parce que c'est pas forcément quelque chose qui était déjà dans le cours. Alors, effectivement, c'est une vision keynésienne. Keynes, donc K-E-I-N-S, c'est un économiste qui prônait plutôt ce qu'on appelle l'État-providence, c'est-à-dire que l'État doit prendre en charge tout. D'accord. Alors, ça veut dire quoi? Prendre en charge tout. Vous êtes au chômage, on vous prend en charge. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a un peu en France. D'accord. On a un peu cette vision keynésienne, héritée de la Seconde Guerre mondiale. La sécurité sociale est née en 1945, hein, juste après la Deuxième Guerre mondiale. On a un peu cette vision-là, cette vision keynésienne, qui est plutôt de dire, voilà, on va aider les gens. L'État va se charger de tout ça. Ce n'est pas des assurances privées telles qu'on l'a un petit peu avec les mutuelles, mais non, l'État va se charger de tout. L'État va vous prendre en charge si vous êtes malade, l'État va prendre en charge si vous êtes au chômage, l'État va prendre en charge si vous êtes à la retraite, l'État va prendre en charge si vous êtes handicapé, l'État va prendre en charge l'éducation des enfants, l'État va prendre en charge, voilà. L'État va tout prendre en charge. C'est ça cette notion et cette idée de l'État-providence. Soit on la partage, soit on ne la partage pas. En tout cas, cet économiste a mis en avant la possibilité d'avoir un système où l'État prendrait tout en charge. Voilà pour... Alors, 7 réponses sur 10, c'est très bien, Fiona. Bravo. 8 réponses sur 10 et aussi 8 réponses sur 10, donc certainement un peu plus rapide. Mademoiselle Lucie, donc Lucie Guillet, je suppose. Lucie G. Ensuite vient en quatrième position Roxane et Alexandra. Allez, il me reste 2 minutes, même pas 1 minute. Je peux rapidement vous montrer votre classement. Afficher le rapport. Hop, ça va arriver. Voilà votre classement. Oula, Eugénie, bon, Eugénie, elle n'a pas répondu à 5 questions, donc elle a dû nous quitter en cours de route. Bravo Lucie, bravo Rosie, bravo Fiona, bravo Oxane, etc. Y a-t-il des questions? A priori, pas de questions. Ben, écoutez, on se retrouve, je crois, demain pour la dernière de la semaine. Alors, je vais vous souhaiter une bonne soirée et vous dire à demain. Bonne soirée à tous.